Regardez pas vos smartphones. Installez-vous, on va commencer. Regarde juste le cadrage pour le live event, comme c'est retransmis. Ouais, c'est mieux. De toute façon, on sera swap. Un peu plus. C'est pas mettre au fond. Écoutez, bienvenue à Schema Business School pour cette conférence sur le thème Oser lancer un projet utile malgré un contexte incertain et anxiogène. Voilà. On vous présente rapidement le menu de la soirée, les activités qui vont vous être proposées. Vous avez donc dans un premier temps, donc on vous annoncera la sortie d'un livre qu'on a eu le plaisir, Quentin et moi, d'écrire. Et donc, on en parlera effectivement lors de cette conférence. Ensuite, on aura une table ronde avec les 4 témoins entrepreneurs qui ont déjà pris place sur leur chaise. Merci de nous avoir rejoints. Ensuite, on poursuivra par une petite conférence de 25 minutes maximum, peut-être entre 20 et 25 minutes, où on mettra en évidence des principes notamment sur la question de la maîtrise du risque, justement en situation d'incertitude. Donc, on vous donnera des clés qu'on espère très faciles à appréhender et utilisables facilement. On terminera par une séance de questions-réponses. Et pour les étudiants, il y aura un tout petit quiz à la fin, très très court, ça dure 5 minutes, même pas pour répondre aux questions, mais c'est essentiellement pour les étudiants de Schema de L3 qui sont parmi nous et que je remercie. Et, oui, on l'a dit. Voilà. On va laisser rentrer peut-être le dernier. Alors, bienvenue ce soir. Et donc, aujourd'hui, on va se baser sur une étude d'Altares qui nous dit que le taux de faillite est le plus élevé depuis 25 ans. Là, il y a quelques jours, elle est sortie, cette étude. Et donc ça, c'est bien un signe fort que le contexte n'a jamais été aussi incertain. Alors, on ne va pas faire la liste, hein, mais on a le Covid, on a la guerre en Ukraine, on a la récession, l'inflation. Et bien sûr, cette petite image, elle nous rappelle qu'il faut être sûr de bien se laver les mains et tout se passera bien. On n'est peut-être pas si sûr. Et oser entreprendre n'a jamais été perçu comme aussi délicat. Et pourtant, il y a un mais. La BPI nous dit que l'envie d'entreprendre n'a jamais été aussi importante et qu'un Français sur 4 envisage de créer, reprendre ou se mettre à son compte. Et ça représente plus de 13 millions de Français. Alors, dans ce contexte un peu flippant, Dominique, comment on fait? Alors, nous avons des propositions pour simplifier la prise de décision et rendre vos projets, on peut dire, plus résistants à ces menaces. Et ce soir, nous allons découvrir comment réussissent des entrepreneurs experts grâce justement à la table ronde que nous aurons tout à l'heure. Et on tentera de modéliser 3 propositions clés qui ont augmenté leurs chances de réussite. Quentin, à quoi servent ces clés? Alors, ces clés que vous découvrirez tout à l'heure, elles servent à simplifier la prise de décision et elles procurent de l'agilité. Et si vous les appliquez, vous penserez et vous agirez comme un entrepreneur expert qui, par son expérience, est bien plus à l'aise pour prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Et Dominique, qu'est-ce qu'elles font d'autre, ces clés? Alors, ces clés, en fait, elles visent à apporter de la clarté
et donner des réponses à un ensemble de questions qu'un entrepreneur se pose naturellement à un moment donné, à savoir qu'est-ce que je vends, à qui, comment, avec qui je travaille, si je me suis trompé, dois-je pivoter, vers quoi, vers où, quand. Et au moment de créer ou de se réinventer, répondre à ces questions n'a rien d'évident. Alors, Quentin, pourquoi c'est important? Eh ben, les 3 clés qu'on va vous présenter, elles permettent de réduire notamment ce qu'on appelle la charge mentale de l'entrepreneur, hein, comme la charge mentale dans un foyer où c'est toutes les décisions qu'on doit prendre au quotidien et qui génèrent du stress, de l'inconfort, une pression liée à cette prise de décision et aux enjeux. Et donc ce soir, on a la chance d'avoir pu réunir des entrepreneurs qui ont osé réaliser des projets concrets et utiles socialement. Et ils vivent tous de leur activité, ils font vivre d'autres gens, et ça, c'est déjà énorme. Alors Dominique, pourquoi on fait cette conférence? Parce qu'on est ambitieux et que, en fait, on considère que vous pouvez changer votre perception du risque d'entreprendre, même en cette période incertaine, et que ceux qui hésitent puissent se lancer. Quentin, qui je suis? Alors, Dominique, Qui suis-je? Dominique, c'est un méthodologue. Hein, c'est un métier, c'est un métier comme un autre. Il transforme ce qu'il observe en modèle. Et donc, il observe les entrepreneurs depuis 2003, donc presque 20 ans. Attention, vous êtes, on vous regarde, on vous observe. Il modélise leur comportement et comment ils réussissent à entreprendre en incertitude. Dominique, est-ce que tu peux me présenter? Très volontiers. Alors, Quentin, c'est un entrepreneur et on peut le qualifier d'entrepreneur réflexif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est-à-dire qu'il fait et il s'observe faire. Il aime comprendre, il aime modéliser et diffuser des connaissances qui questionnent des pratiques dominantes, surtout quand ces pratiques dominantes sont obsolètes, dépassées, et il souhaite en proposer des nouvelles. Et j'ai eu cette chance de le rencontrer puisque, à partir de ma recherche, il s'est emparé de ces ruptures que je propose pour m'aider à les diffuser. Donc, je le remercie. Alors, on va parler du projet Effectual Impact. Le projet Effectual Impact, son but, c'est de rendre accessibles donc, les travaux de recherche de Dominique et puis d'autres personnes qui travaillent avec Dominique sur l'entrepreneuriat pour que vous vous en saisissiez et que vous changiez le monde à votre échelle. Donc, c'est vous le point de départ de ce changement. Et à travers un ensemble de méthodes, eh bien, on vous livre un ensemble de clés qui vous permettent de le faire. Et ça se traduit par un livre qui a été illustré. Ça se traduit par des formations, de l'accompagnement et donc ce livre qui fait office de guide méthodologique dont vous pouvez retrouver des articles notamment sur la page LinkedIn. On vous invite à rejoindre notre communauté et vous recevrez un mail avec les infos si ça vous intéresse de creuser le sujet. Voilà, et bien maintenant, on va passer à la table après ronde. cette introduction, on va passer effectivement à la table ronde et on va vous présenter Jérémy Guilbert. Voilà, avec les ovations du public. Voilà. Donc, du projet Mes voisins producteurs. Ensuite, le deuxième. Aussi, nous aurons donc Arnaud Dupays. Arnaud qui est là-bas. Projet MOB. Clément Eustache. Et Charles Christori pour le fourgon. Et voilà, ben, on va s'asseoir et puis on va commencer à poser des questions à nos témoins. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par Charles. Et
Charles, il faut qu'il nous présente en 2 phrases un peu son projet. Alors, c'est un projet assez connu qui s'appelle Le Fourgon. Et il va nous dire de quoi il s'agit, déjà. Bonjour à tous et à toutes. Avec plaisir. Donc, nous, Le Fourgon, c'est un service de livraison de boissons consignées à domicile au bureau. Donc, concrètement, on livre de l'eau, des jus, de la bière. On aime ça, je pense. Du Beaujolais nouveau. C'est le jour du Beaujolais nouveau. Donc, du vin, évidemment, du lait spiritueux. Et récemment, on vient de lancer toute une gamme de produits de lessive, vaisselle, etc. Et donc, concrètement, on livre à domicile gratuitement. Et au passage d'après, on vient récupérer les caisses et les bouteilles vides qu'on remet dans un cycle de réemploi. Donc, on fait ça principalement pour lutter contre les 36 millions de bouteilles et les quelques-unes que je vois traîner dans l'amphi en plastique, du coup, qui sont vendues chaque jour en France et ce qui pollue vraiment tant la planète que la santé. Eh bien, c'était audacieux quand même de ressusciter la consigne, hein. Alors, moi, j'ai une question à poser à Charles. Alors, on a préparé cette table ronde et donc vous nous avez parlé de votre projet et vous m'avez surpris en disant qu'effectivement, vous êtes parti, vous avez démarré votre projet non pas d'une hypothèse, mais de quelque chose de certain, à savoir les gens achètent des boissons au supermarché, mais c'est lourd et il faut les porter. Et si on leur propose un service de livraison pour le même prix, il n'y a pas trop de raison de refuser cette offre. Comment vous avez pris conscience de cet élément de certitude et eu envie de développer un business autour de ça? Il y a déjà on s'est tous retrouvés dans une situation, dans un supermarché un jour, avec des packs d'eau ou des packs de bière qui font mal aux mains. Donc il y a déjà ce sujet-là. Et puis, je pense que vous n'avez pas dit, il y a l'aspect consigne. Et le consigne, c'est le réemploi. Moi, j'ai 3 enfants, je mets ma poubelle, enfin, je la mettais tous les mardis soirs, une fois par semaine. Elle débordait de plastoc. Et j'ai dit, c'est incroyable, ou de plastique ou de bouteilles en verre à usage unique. Hein. J'ai dit, c'est incroyable que ces produits-là, on ne leur donne pas une deuxième vie, en réalité. Et nos voisins allemands font des choses bien de temps en temps. Ils n'ont pas fait disparaître, comme les voisins belges, la consigne. On se dit, si on arrive aujourd'hui à livrer et récupérer, on va retirer cette contrainte de poids, du fait de devoir ramener demain un produit dans un endroit. Et au même moment, on va aider les gens à baisser leurs déchets. Où la conscience en France, elle est de plus en plus énorme. Très bien. Alors, une deuxième question, c'est que finalement, vous avez obtenu assez rapidement des premiers engagements, puisque finalement, votre certitude, elle vous a amené à engager quand même des clients sur cette idée. C'est lourd de porter des bouteilles, et si j'ai un service qui me permet de faire en local et pour un prix tout à fait identique à la nécessité d'aller faire les courses dans un supermarché, vous m'avez dit que vos premiers engagements ont été les fabricants locaux et les particuliers pour un service de livraison, et ça a été vos premiers revenus. Combien de temps il a fallu pour obtenir vos premiers revenus? C'est le jour même. Hein. On s'est lancé le 12 avril 2021 et les premières commandes, ça c'était la première tournée, les premières commandes, on les a ouvertes dès le jeudi. C'était un lundi, le 12 avril, donc quelques 3-4 jours avant. Et donc tout de suite, il y a eu des ventes. Et on s'est vite rendu compte d'un coup d'un seul, au bout de quelques jours, parce qu'évidemment, les premiers, c'est des potes, c'est la famille qui démarre de cette façon-là, qu'on avait un effet de bouche à oreille qui s'installait. Et que l'attente qu'on avait perçue de familles qui disaient « moi, je veux retirer cette contrainte et en plus de ça, baisser mes déchets », on cochait vraiment les cases. Parce qu'une manière générale, une famille, c'est quoi? C'est généralement 2 parents qui bossent beaucoup, des enfants qui sont en bas âge ou très jeunes, et on n'a pas le temps. On a des vies professionnelles. Donc, tout de suite, on a répondu à ça en disant « je viens chez toi gratuitement, je te gère ta poubelle, tu commandes avant 17h, je te livre entre 19 et 21, et plusieurs fois par jour ». Donc, on a simplifié vraiment le sujet. Il y a une cliente qui nous a dit « vous savez, moi, la planète, je m'en fous un peu ». Je dis « bon, c'est un peu dommage quand même, mais par contre, j'adore le service du forum, j'ai pas le temps, etc. » Et à la fin, elle dit « et c'est quand même bien parce que ça fait un petit geste pour la planète ». Donc voilà. Et donc, tout de suite, on l'a perçu. Et après, bon, moi, c'est pas la première boîte que je monte, donc j'avais un peu d'expérience sur le fait de lancer un produit, un service. Et en tout cas, il fallait que la première expérience soit bonne. Et tout de suite, quelques semaines après, on s'est rendu compte que l'attraction était là et qu'il fallait commencer à déployer. Donc c'est devenu assez rapidement, quoi. Et puis, un être humain ne peut pas vivre sans boire. Donc, on a quand même une nécessité première. Dans le Nord, on pourrait parler de bière, hein, mais voilà.
Donc il y a déjà un truc qui existe. On n'est pas en train de réinventer un produit qui n'était pas utilisé avant, quoi. D'accord. Alors, dire qu'effectivement le projet entrepreneurial a démarré rapidement avec des premiers revenus très vite finalement, parce que c'est une question de jours en fait. C'est ça qui est incroyable. Il y en a qui attendent des années pour avoir un premier chiffre d'affaires et là vous l'avez eu tout de suite. Et après s'est posé le fait que vous avez voulu développer cette activité, y compris par exemple pour introduire non pas seulement des boissons soda, bière, comme vous l'avez dit, mais aussi, notamment, vous avez voulu ressusciter la tournée du lait, quelque part, hein, la tournée du laitier. Et là, en fait, vous avez eu une surprise, à savoir que finalement, c'était pas si simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour organiser la tournée du laitier? En fait, le lait, il y en a, hein. Il y a du lait belge, c'est du lait consigné, stérilisé. Pour information, la stérilisation, donc c'est un processus qui permet de chauffer le lait à un certain niveau de degré, donc d'avoir une péremption de 3 à 6 mois. Et il n'y a qu'en Belgique qui existe en format verre stérilisé et donc consigné. C'est-à-dire que la bouteille, elle est renettoyée par le producteur qui est Inex en Belgique. Donc c'est plutôt local quand on est à Lille, hein. Mais en France, ça n'existe plus. On allait voir, vous connaissez la marque C'est qui le patron peut-être, qui a fait pas mal de bruit. On allait les voir. Eux, c'est juste une marque, hein, ils ne sont pas du tout producteurs, etc. Ils ont juste créé un mouvement. La laiterie Saint-Denis, qui est qui est l'embouteilleur, nous a dit platement oui, il y a 40 ans, on le faisait. Voilà. Sauf que le lait aujourd'hui en France, c'est du plastique ou du Tetra Pak. Le plastique, bon, j'en reviens pas là-dessus, mais c'est très polluant aujourd'hui. Et le deuxième point, le Tetra Pak, il n'y a rien de pire. Parce que c'est différentes couches tu confirmeras peut-être tout à l'heure, il y a ces différentes couches, en tout cas de film. Et donc, en recyclage, on ne sait pas recycler ça. Je ne sais pas si vous savez, en France, dans votre poubelle, il n'y a que 20% de vos produits qui sont vraiment recyclés. On vous dit trier, donc n'arrêtez pas de trier, mais il n'y a que 20% qui est recyclé. Donc, il y a une fumisterie totale. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, quand on retourne voir les laiteries, les coopératives, ils n'ont plus l'outil industriel pour faire du verre et de la stérilisation, c'est-à-dire chauffer dans la bouteille. C'est très technique, mais le Tetra Pak est déjà stérilisé. La bouteille en verre, il faut la stériliser avec la bouteille. Donc, il faut des investissements colossaux pour relancer des chaînes comme ça. Ça fait 1 an et demi qu'on est au taquet là-dessus et on est présent dans l'Ouest. Et dans l'Ouest, ils sont un peu moins proches de la Belgique. Donc, ils disent vivement du lait local, donc qui n'existe pas. Donc, on a un travail de fond qui est mené et évidemment, on savait que c'était un sujet, mais pas à ce point-là. Voilà. Donc, on est presque en train de se dire un jour, il va peut-être falloir qu'on achète des vaches. Voilà. Pour organiser la tournée du laitier, il faut acheter des vaches. Voilà, c'était la conclusion. Merci, Charles, pour votre témoignage et puis ces informations qui nous sont très utiles parce qu'effectivement, après, on va pouvoir en déduire des clés. Voilà. Merci. Alors, on va passer à Jérémy. Alors, d'habitude, on se tutoie, mais là, ce soir, on va se vous voyez. Attention. Alors, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 phrases Mes voisins producteurs? Merci de me recevoir. Oui, donc Mes voisins producteurs, c'est un service qui permet de se faire livrer à domicile avec une livraison douce des produits locaux, et ça dès le lendemain de sa commande. Donc on travaille avec des producteurs locaux, vous commandez sur un site web et vous faites livrer dès le lendemain à vélo, en vélo cargo. Alors, c'est en devenant papa et en faisant vos premières compotes qu'a émergé l'idée de Mes voisins producteurs pour mettre en relation donc les consommateurs et les producteurs locaux. Et quelles étaient vos certitudes à ce moment-là? Ma certitude, c'était que la marche allait être trop haute entre la grande distrib et le fait de consommer en circuit court. Et j'ai voulu vraiment faciliter, rendre ça aussi simple que faire un drive, en fait, où vous commandez en ligne et vous vous déplacez avec votre voiture et on vous remplit votre coffre. Il fallait que ce soit aussi simple, sinon le combat allait vraiment être difficile. Pour régénérer ce monde, on ne peut pas continuer à consommer de cette manière, consommer dans la grande distrib, mais par contre, en face, il n'y avait pas réellement d'offres aussi simples que ces grands magasins où on trouve tous les produits. Ok, donc c'est vraiment la propre expérience de la difficulté à trouver des produits locaux simplement. Oui, complètement. Merci. Alors, la deuxième question, c'est
comment vous avez utilisé vos compétences en web design pour concrétiser le projet et lancer une première version du site. Et comment ça s'est passé? Bon, assez simplement, hein, c'était mon métier depuis une bonne dizaine d'années. Donc mes compétences de directeur artistique web, je les ai mis au profit du projet Mes voisins producteurs. J'ai lancé un site web. En fait, vraiment, l'histoire, c'est que j'ai pris un mois de congé. Je travaillais à l'époque chez un annonceur qui s'appelle Okaidi. J'ai pris un mois de congé, j'ai bossé mon idée en allant rencontrer à la fois des producteurs, où je leur ai posé différentes questions. Je n'avais pas vraiment encore l'idée de ce que j'allais construire. Je suis allé aussi rencontrer quelques amis, quelques collègues, où j'ai posé aussi des questions. J'ai encore les enregistrements sur mon iPhone, où j'ai posé toutes ces questions, j'ai analysé les réponses et j'ai essayé de trouver vraiment le mix en fait, qui permettrait d'allier les deux, en fait, les contraintes des clients futurs et les contraintes surtout des producteurs qui fournissent les produits aujourd'hui. J'ai lancé ce site web un lundi, alors c'est assez simple à retenir, c'était un 11 septembre, c'est un événement pas forcément très heureux à l'époque, mais moi le 11 septembre 2017, je lance ce projet sur une simple publication Facebook, elle est reprise 150 fois, 150 partages. Et dès le lendemain de notre site web, on a déjà 12 commandes. Il y a 8 de mes amis et 4 inconnus. Du coup, je commence par livrer avec mon vélo de la Poste. J'avais investi 150 € dans un vélo de la Poste que j'ai encore à la cave. Et puis voilà comment ça a commencé. Ok, donc en vous appuyant sur vos compétences et puis en concrétisant par un site qui était opérationnel tout de suite. Merci. Alors, il y a troisième question. Il y a eu beaucoup de changements concernant la livraison en point retrait. Donc, vous êtes notamment passé des petits commerçants et puis entre les deux, il y a eu le Covid, à un retrait possible en drive Leclerc. Alors, comment vous avez construit ce partenariat? Alors, du coup, il y a eu vraiment l'avant-confinement hein, pour mes voisins producteurs. L'avant-confinement, on avait 25 points de retrait et on vivotait, réellement, ça vivotait. Et le confinement arrive, l'ensemble des points de retrait sont fermés parce que tous les commerces sont fermés. Mes points de retrait, c'est des commerçants. Globalement, on fait 100% livraison, on explose, on passe de 10 commandes jour à plus de 150 commandes jour avec la même équipe. On était à l'époque dans 40 mètres carrés et j'avais signé un bail dans un local de 1300 mètres carrés le week-end avant le confinement. Donc c'est plutôt, on va dire, une belle conséquence. Et finalement, ce partenariat qui est assez récent m'a permis de nouveau accélérer et surtout mutualiser, en fait, de mutualiser la logistique et les espaces. Parce qu'aujourd'hui, les Leclerc Drive piétons sont des espaces qui diffusent à la fois du Amazon, des retraits colis et des commandes Leclerc, bien évidemment. Et aujourd'hui, un client, mes voisins producteurs, peut également aller retirer sa commande dans un des drives Leclerc. Comment c'est arrivé comme j'expliquais juste avant, avant le début de la conférence, simplement par une rencontre. Très simplement, et puis on s'est dit on peut faire des choses ensemble, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Quand la grande distribution rattrape, on va dire, le circuit court, il y a des choses qui peuvent se faire ensemble. J'avais pas forcément une très belle image de la grande distribution avant cette rencontre, et elle a été un peu métamorphosée aussi. Donc deux rencontres, enfin deux surprises, le Covid et puis du coup la rencontre avec... Oui. Enfin, le Covid, tout le monde l'a eu, la surprise, mais la deuxième surprise, c'est la rencontre avec Leclerc. Eh bien, merci. On peut, je pense, l'applaudir. Et on va écouter Arnaud qui va nous parler de son projet. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 phrases votre projet, Monsieur Dupeilly? J'aime bien quand tu vas Monsieur Dupeilly. Bonsoir à toutes et à tous. Mob, j'ai créé Mob en juin 2017. C'est de la location de mobilier événementiel, c'est-à-dire vous organisez un événement. Je travaille principalement pour le B2B, c'est-à-dire des entreprises qui organisent un anniversaire,
un séminaire, une convention. Souvent, les espaces, vous le savez peut-être, sont vides. Vous louez le Zénith ou vous louez le Grand Palais ou le Palais des Congrès un peu partout en France. Il n'y a rien du tout. Donc, vous louez un espace et il faut l'aménager. Et donc, nous, on vient, on aménage, on met des tables, des chaises, des buffets, des manches debout. Et ça permet aux gens de travailler, de faire la fête et d'avoir un espace cosy qu'on vient. Donc, en fait, vraiment aménageur d'espace pour les événements B2B. C'est ça le pitch. J'ai fait même moins de 2 minutes. Parfait. C'était 2 phrases. Alors, question 1. Donc, l'activité dans l'événementiel. La saison des rhumes. Alors, donc, l'activité dans l'événementiel s'est arrêtée avec les confinements liés au Covid. Et donc, sur quels éléments de certitude avez-vous démarré une nouvelle activité et qu'est-ce que vous avez décidé alors ? Alors, la première chose, ça a été la surprise parce que je pense qu'on n'est jamais préparé quand on crée une entreprise à se dire qu'un jour, elle va s'arrêter alors qu'on n'y est pour rien, en gros. Donc, la première chose, c'était d'être très surpris au départ, d'être un peu démuni. Et puis après, on se réorganise. Alors, moi, j'ai une partie que j'ai toujours développée, c'est le réseau. Et j'ai toujours travaillé en réseau, j'ai toujours connecté des gens. Et en fait, je suis membre d'un club d'affaires. Et la personne qui a créé ce club m'a dit, écoute, on va créer d'autres clubs. Est-ce que tu aimerais en animer un? Donc, j'ai pris un club qui réunit des entrepreneurs. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'animation réseau, ce à quoi j'étais pas spécialement destiné, ce qui n'avait absolument rien à voir avec mon métier premier, mais qui m'a permis déjà de me redynamiser, de trouver une nouvelle dynamique et de me remettre dans un projet pro, parce que malheureusement, le Covid m'avait un peu enlevé le premier. Ok, merci. Donc, c'est effectivement le fait de s'appuyer sur le réseau avec la surprise du Covid et donc de l'arrêt de l'événementiel qui a permis de se lancer sur l'activité de club d'affaires. Alors, quelles ont été les premières concrétisations et qui vous a aidé? Alors déjà, la personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Olivier Talbert m'a déjà... il y a tout un process qu'il a créé, qu'il a mis en place. Lui, c'est un spécialiste de la création de ces clubs. Donc, lui, il nous accompagne. Et puis après, j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai appelé des gens que je connaissais en disant, tiens, je vais créer un club. Est-ce que ça t'intéresse de le rejoindre? Et puis, on m'a dit oui, puis un deuxième m'a dit oui, puis le troisième m'a dit, bah tiens, j'ai aussi un copain que je connais, un entrepreneur qui aimerait... En fait, la pitch du club, c'est de rompre la solitude des entrepreneurs, des petites entreprises, donc des TPE, des indépendants. Moi, je le suis moi-même. Je suis une toute petite entreprise. On est souvent seul à plein de décisions. Alors, on a notre comptable, notre banquier, parfois des avocats, mais on est souvent seul. Et du coup, ça permet de rompre un peu ça. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et puis aujourd'hui, on a une vingtaine de membres. Et puis, ça croît. Je vais en ouvrir un deuxième. Donc, vraiment, les premières personnes, c'est les premiers membres, les gens qui te font confiance. Et puis aussi, tout simplement, de m'appuyer sur un réseau qui était déjà existant. Ça, c'était plutôt une source de sécurité pour moi. Ok. Alors, aujourd'hui, vous avez un nouveau projet en gestation, enfin en démarrage, bien que le précédent continue toujours. Et donc, quel est le fil directeur qui vous a conduit à ce nouveau projet Spot? Alors, j'ai mis un peu de temps, mais en fait, je me rends compte qu'on peut faire plusieurs choses et bien les faire. Je pense que j'avais une formation assez traditionnelle, j'ai fait un baccalauréat général. Et donc, en gros, soit on avait un métier qu'on faisait toute sa vie, soit on était bon à rien parce qu'on en faisait plein. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vrai. On peut avoir plusieurs activités, on peut faire des choses intéressantes dans plein de domaines. Et Spot, ça vient d'une passion. Je suis passionné de planche à voile depuis tout petit. Et l'idée, c'est de créer une communauté de vente de seconde main de matériel de planche à voile. Tout le monde connaît Vinted. Vous connaissez Vinted? Donc, l'idée, c'est de faire la même chose pour les passionnés de planche à voile. Pourquoi? Parce que on a des codes, on a des spécificités métiers. Comme vous allez acheter un sac d'une marque, vous allez faire, et donc vous allez vous retrouver sûrement avec des points communs avec les acheteurs de cette même marque. Donc l'idée, c'est de dire, on crée cette communauté et on va créer on appelle ça pompeusement une marketplace, c'est ça, hein, de mettre les consommateurs en lien pour pouvoir vendre de façon efficace leur matériel de planche à voile. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'en fait, le premier frein à la pratique de tous ces sports d'eau, qui peuvent être le surf, la planche à voile, le kitesurf,
c'est le prix du matériel, parce que le prix du matériel est hyper élevé, et c'est vrai que c'est un vrai frein. Donc je me dis, enfin je me dis, je ne suis pas le seul, hein, mais de lever déjà le frein, le premier frein qui est d'acquérir du matériel, ça pouvait être une idée intéressante et impactante. Et j'en parlais avec Jérémy juste avant. Je parle de ça, je veux dire, quand on est passionné, on n'y est pour rien. Hein. Je pourrais parler de planche à voile pendant 4 heures, ça n'intéresserait personne ici. Mais il y a d'autres gens un peu partout en France que ça intéresserait. Donc l'idée, c'est de connecter tous ces gens et de développer ce projet qui, tu l'as très bien dit, enfin vous l'avez très bien dit, Quentin, est en gestation pour l'instant. Donc voilà, j'avance petit à petit. Ok, merci. C'est très intéressant. On voit que ce n'est pas les mêmes types de projets, mais qu'on va réussir quand même à décoder des clés communes. Et je pense qu'on peut faire des applaudissements pour Arnaud. Et on va maintenant écouter Clément. Alors Clément, même exercice, est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet en 2 phrases? Share ou Share and Smile? Allez, Share and Smile. Share and Smile, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui a pour but de préserver et de valoriser les ressources. Pour faire ça, on aide les autres à faire le meilleur usage possible de leurs ressources, et on fait ça de 2 manières, grosso modo. La première, c'est de faciliter le partage, la mise en commun, notamment du matériel sportif. Donc, on a une plateforme de prêt de matériel sportif entre particuliers. Et la deuxième, c'est du conseil et de la formation pour accompagner les projets à impact. Alors justement, on va voir qu'effectivement, il y a eu l'activité qui s'est transformée. On va en parler dans les questions. Donc la première question, c'est le point de départ qui a été de répondre à la question comment faire accéder les vélos au plus grand nombre chez Decathlon. Et donc en vous appuyant sur l'élément de certitude que les gens ne pratiquaient pas car ils n'avaient pas de matériel et pas de volonté d'investissement. Alors comment s'est forgée cette certitude? J'avais rejoint les équipes de Between depuis 3 mois. Et on s'est posé à un moment dans un atelier pour améliorer un vélo, une question un peu anodine comme ça, qui était comment on va toucher des utilisateurs pas encore pratiquants. Et moi, je suis resté un peu bloqué sur cette sous-question de l'atelier de la journée. Donc j'ai un peu embêté mes petits camarades parce que je partais un peu en hors-sujet, mais ça m'intéressait beaucoup. Je disais, mais c'est ça, mais c'est bien sûr. Le rôle de Decathlon, c'est rendre accessible le sport au plus grand nombre. Bon, bah, en fait, si on vend du matériel à des sportifs, chez eux, le job il est déjà fait, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Par contre, les gens qui voudraient faire du sport, mais qui n'en font pas, là, par contre, il y a un sujet. Et j'ai pensé tout de suite à ma compagne qui, depuis que j'avais rejoint Between, tournait un peu autour du pot en me disant « J'aimerais bien refaire du vélo, j'aimais bien faire du vélo. On ne pourrait pas faire du vélo ensemble ?» mais qu'il n'y en avait plus. Et je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit « Bah tiens, qu'est-ce qui t'empêche là d'acheter un vélo pour que l'affaire soit réglée et qu'on puisse en faire ensemble ?» Et elle m'a élégamment répondu 200 €, ça fait cher pour avoir mal aux fesses et pas savoir si j'en referai le lendemain. Et là, bah, c'est la première étincelle, c'est la première certitude. Il me disait, en fait, il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir pratiquer, mais qui ne pratiquent pas faute de matériel et qui n'envisagent pas d'investir, qui ne paieront pas pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et là, toute une série de Yaka et de Il faut qu'on ou Il faudrait qu'on, c'est lancé. Ok, donc c'est aussi en partant de votre propre expérience que s'est forgée cette certitude. Alors la deuxième question, c'est que vous avez concrétisé des échanges de matériel autour du vélo grâce à une Google Sheet. Comment sont arrivés les premiers revenus? Il y a eu 2 formes de premiers revenus. Donc effectivement, d'abord, il y a le premier passage à l'action. On le disait tout à l'heure, agir vite ou pas. Moi, j'ai passé 1 an à caresser une idée sans agir. Et ça, je le regrette parce que j'ai perdu 1 an bêtement. Jusqu'à ce que j'ai agi pour de vrai. Et justement, agi pour de vrai, c'était après un coup de fil avec quelqu'un qui m'a mis un petit coup de pied aux fesses psychologique et qui m'a dit, quand tu raccroches, qu'est-ce que tu fais pour passer du monde des idées au monde de l'action? Et je lui ai dit, bah, je vais faire un Google Sheets et je vais faire une sorte de catalogue de matériel à prêter. Et les gens qui veulent pourront mettre une ligne en plus avec voilà ce que je prête. C'est comme ça que c'est parti. Donc les premiers utilisateurs, j'en ai parlé à tous les copains avec qui je refaisais le monde en buvant l'apéro et en parlant de ce projet-là depuis 1 an, qui ont dit « Ah, génial, ça y est, tu fais quelque chose, on y va », et puis c'est parti tout de suite. Le premier revenu pour de vrai, c'était des sponsors internes, parce que quand j'ai voulu, j'étais intrapreneur chez Decathlon au départ, quand j'ai voulu ne pas faire ça que pendant mes midis ou mes soirs et mes week-ends, que j'ai voulu consacrer du temps à ça, mon boss m'a dit « Ok, si tu le finances ».
Donc en gros, il m'a dit, si tu veux 1 jour par semaine, il faut que tu fasses un 5e de ton salaire. Il faut que tu arrives à trouver ça par des sponsors internes. Donc j'ai fait tourner un chapeau, quoi. Et le premier revenu officiel, parce que j'ai été encouragé par la direction générale de Decat à sortir ce projet de l'entreprise pour des questions de recentrage stratégique. Et c'était un de ces sponsors internes qui a dit, mais moi je te suis et je serai prêt à payer, que ce soit en interne ou en externe, peu importe. J'ai besoin de ton service et donc je te suis, tu pourras me facturer dès que tu crées. Donc j'avais un client avant de créer. Je suis de la chance. Ok. Merci. Alors, la dernière question, c'est qu'aujourd'hui, 75% de votre activité est sur le conseil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Il s'est passé qu'en contexte de pandémie, il n'y a pas grand monde qui a envie de se prêter des trucs qu'on a tripotés avec des mains pleines de virus. Et puis de toute façon, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. Donc c'était un peu compliqué pour se prêter des vélos, des trottinettes ou des planches à voile. Et donc du coup, on n'avait plus grand-chose à faire. Et on s'est posé des questions, on a essayé des trucs qui n'ont pas marché, et puis on s'est dit, mais finalement, grosse réflexion, à quoi on sert, à quelle cause on répond vraiment. Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la cause à laquelle on veut vraiment répondre, c'est la préservation et la valorisation des ressources. C'est faire en sorte que les autres fassent le meilleur usage possible de leurs ressources. Et donc, on a commencé à utiliser des ressources qu'on avait nous-mêmes, comme l'animation d'intelligence collective, de séminaires, des choses comme ça, la gestion de projets, le bidouillage numérique, et prendre toutes ces expertises et les mettre au service de projets à impact sur les ressources, justement. Et donc, on a commencé à faire du conseil comme ça. J'en faisais déjà un petit peu en extra avant, mais sans vraiment me dire que c'était intégré au sujet. Et là, c'est vraiment devenu une partie complètement ancrée dans l'ADN de l'entreprise à ce moment-là, en réécrivant la raison d'être, la mission et les activités. Et puis, dans une de ces activités-là de conseil, a débouché sur de l'ingénierie pédagogique sur la crise climatique. Et on a créé une formation de mise en action à la crise climatique qui, elle toute seule maintenant, représente 75% de notre activité facilement, peut-être même plus maintenant. Donc c'est ce que je faisais aujourd'hui d'ailleurs, et que j'ai failli arriver en retard à cause de ça. Eh bien, merci. Je pense qu'on peut applaudir Clément. Et nos 4 intervenants, les réapplaudir encore plus fort peut-être maintenant. Et on va les quitter quelques minutes pour faire la conférence et voir comment on peut décoder les choses communes dans leurs différents projets. Et ils reviendront pour la session de questions-réponses.